Hello YouTube, on est actuellement en live sur Twitch et on a décidé qu'on ferait le bilan lecture comme ça parce que je n'ai pas pris le temps de le faire pendant ma semaine de vacances. Je sais. Vous pouvez me taper sur les doigts. D'ailleurs, Twitch me l'a... Les gens sur Twitch l'ont déjà fait. Et bonjour YouTube de Pandamoniac. Du coup, ils m'accompagnent, hein, les amis m'accompagnent pour un bilan lecture. C'est la première fois, peut-être la seule, que je ferai ça. Mais voilà, j'ai trop de livres dont je dois vous parler. Il y en a 8. Donc ça serait bien qu'on commence directement par un graphique. Donc il s'agit de Perséphone, le tourment d'Hadès d'Alison Shaw aux éditions Aquileos. Et là, pour le coup, on est avec Perséphone et Hadès dans une nouvelle BD. J'avais lu L'Or Olympus, Tradition d'Olympus, peu importe comment vous l'appelez, sur Webtoon. J'ai pas fini encore. On est sur ce genre de graphisme, très simplissime aussi, je trouve. Et alors, je l'ai lu avec un certain plaisir au début. Parce que je retrouvais Hadès et Perséphone et que Hadès, je vais vous montrer, il y a un moment où il est trop chou, enfin trop chou, il est très effrayant mais je trouve ça trop chou, parce que j'ai toujours trouvé ça chou. Là. Hop. Le rentre chez toi. J'aime bien quand il a ses yeux rouges comme ça, bref, c'était cool. Mais je sais pas si j'aurais tout compris si je n'avais pas lu L'Or Olympus, parce qu'il y a vraiment, on te pose des dieux par-ci, par-là, et c'est très expéditif, presque, très rapide, trop rapide peut-être. Trop rapide, on est sur une histoire qui fait 165 pages, donc forcément, voilà. Et encore, à mon humble avis, on aurait pu ne pas mettre le chapitre 8 de la fin, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il n'avait aucun intérêt dans l'histoire à part nous mettre des personnes tout nues. Voilà, des personnes toutes nues, encore et encore, parce qu'il y en avait déjà avant, mais au moins ça avait un sens. Là, le chapitre 8, c'était juste mettre des gens tout nus pour des gens tout nus, quoi. Ça n'avait aucun intérêt. D'ailleurs, je le précise, ne l'offrez pas à vos enfants, vos neveux, vos nièces, tout ça, hein. C'est un ouvrage vraiment pour adultes. Il y a des scènes... Il y a des scènes, on dit comment maintenant, spicy. Il y a des scènes spicy, pas mal de scènes spicy d'ailleurs, dont une à la fin qui, à mon humble avis, n'avait aucun intérêt. Sinon voilà, j'ai passé un bon moment, c'était pas transcendant, je vais vite l'oublier, je préfère L'Or Olympus, on va pas se mentir, mais j'étais quand même contente de pouvoir découvrir ce côté Hadès et Perséphone vu par quelqu'un d'autre que l'autrice de L'Or Olympus. Et j'ai trouvé ça bien parce qu'on n'est pas non plus dans cette relation incestuelle qui est dans la mythologie. Normalement, Hadès, il est l'oncle de Perséphone et il l'enlève aux enfers. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et heureusement, parce que franchement, la relation incestuelle comme ça m'aurait pas plu. Donc un tome 2. Donc c'est un tome 2, je n'ai pas compris, Panda. Ça, c'est un tome unique, je pense. C'est un tome unique, je pense. Ou en tout cas, je n'ai pas vu de tome 2 sortir ou prévu. C'est un tome unique, un one-shot, je dirais. Je sais pas si certains l'ont découvert par ici sur le chat. Je sais que je l'ai vu sur certains comptes. Mais pareil, j'en ai parlé avec Léa Bookaddict, qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, oui, la dernière scène... Non, en fait, c'est vraiment pas relié, hein, Panda, entre L'Or Olympus et Perséphone, c'est pas relié du tout. C'est pas relié du tout, je dis juste que L'Or Olympus, en fait, m'a permis de me remettre en tête les différents dieux et leur rôle dans la mythologie, et je pense que c'est important d'avoir certaines bases, finalement, en mythologie, pour bien appréhender tout l'ouvrage. En gros, c'est ça. Ils sont pas du tout reliés. C'est juste que je fais un parallèle parce que L'Or Olympus, c'est aussi la romance Hadès et Perséphone. C'est juste ça, en fait. Donc voilà, pour ce petit ouvrage graphique dont je retiendrai pas forcément grand-chose derrière, je pense. À part ça, je trouvais ça cool, ce moment-là. Voilà. On voit que Hadès et Perséphone dedans, où il y a d'autres persos. Alors, non... Hop, dans ce roman, dans cet ouvrage, vous avez Eros, Manté, Hermès, Zeus... et d'autres que j'ai oubliés. Aphrodite, je crois. Je sais plus. Mais non, il y en a d'autres, hein. On voit pas que Hadès et Perséphone, et c'est pour ça que ça fait un peu léger, je trouve, pour pouvoir parler d'autant de personnes, tu vois. C'est un petit peu ça. Du coup,
second roman dont je dois vous parler aussi aujourd'hui, il s'agit de Havenfall. Je ne sais plus comment ça se dit, quelqu'un m'a dit comment le prononcer, je crois que c'est pas comme ça, mais bref. Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. C'est un ouvrage que j'ai lu en février. Ça fait un petit moment, je vous avoue que je sais plus exactement... C'est un petit peu effacé de ma mémoire en fait. Vous avez la Terre, avec une auberge qui s'appelle justement Havenfall. Et dans cette auberge, vous avez des genres de portails vers différents mondes. Avant, c'était des portails vers plein de mondes différents, mais en fait, on en a condamné plein. Et maintenant, il y a juste le monde de Fjordankill, qui est un monde très très froid, on l'imagine enneigé, glacé, etc. Et le monde de Ardan, donc Ardan, vous vous doutez que c'était avec du soleil. Et on a aussi cette porte vers Solaria qui a été condamnée il n'y a pas très longtemps, parce que on y trouvait, on vous dit, attendez, je retrouve, les dévoreurs d'âmes. Voilà. Donc, vous avez Ardan qui est écrasé par la chaleur de 2 soleils, Fjordankill qui est recouverte de glace et de givre, et puis ce Solaria qui est rempli de monstres, on a l'impression, qui avant étaient les bienvenus dans cette auberge. C'est assez particulier, je trouve. Et on suit Maddie qui était censée aller, je ne sais plus chez qui, mais qui décide d'aller chez son oncle dans l'auberge de Havenfall. Elle est censée être un peu l'héritière de l'auberge, et du coup accueillir les différents meetings politiques, parce qu'en fait on vous révèle, dès le début, ce n'est pas un spoil, que l'auberge, enfin dans l'auberge tient... Attends. C'est quoi ma phrase? On vous révèle au début que c'est dans l'auberge que se tiennent les meetings un peu entre les différents représentants politiques des différents mondes. En gros, ils ont lieu dans l'auberge. Voilà, ma phrase n'était pas française, mais c'est pas grave, j'ai rattrapé. Au final, vous avez ces espèces de rencontres entre les différents mondes, et pour maintenir la paix entre eux, c'est pas forcément toujours évident. Et on arrive un petit peu dans ce moment-là avec un peu de magie, parce que chacun a une magie particulière, chacun a des capacités particulières, et on est avec Maddie qui est une simple humaine qui veut juste reprendre à un moment donné cette auberge, et puis on se retrouve évidemment dans une paix qui va être menacée. J'ai bien aimé ce roman. J'ai trouvé qu'il était un petit peu attendu, c'était assez prévisible, j'ai vu plein de choses arriver, même si à un moment donné, je me souviens, j'ai été surprise, mais quand même, la plupart des choses étaient globalement prévisibles. Je peux pas dire que c'était un coup de cœur, c'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus transcendant, c'était pas méga fou. De là à vous dire que vraiment je vais me jeter sur le tome 2, c'est pas le cas. Je pense que si, je vais lire le tome 2 en février 2023, mais je sais pas s'il me restera beaucoup de choses du tome 1. En fait, c'est surtout ça le problème. On verra bien. Après, j'avais bien aimé, on a des complots, des trahisons, des choses comme ça qui ébranlent la paix petit à petit. Et puis on a cette Maddie qui essaye de conserver cette paix. Attendez, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le résumé pour pas vous spoiler. Bon ok, on vous le dit, forcément la porte de Solaria qui a été condamnée il n'y a pas si longtemps que ça va être retrouvée un peu entrouverte, et forcément il va se passer plein de choses, surtout que l'oncle de Maddie qui est l'aubergiste va être retrouvé inconscient, donc Maddie va devoir se bouger, elle va devoir faire les choses toute seule, et ça, j'ai trouvé ça bien. Voilà, après, on a plusieurs rebondissements, soit on les a vus venir, soit pas du tout. C'est un petit peu ce que j'avais à vous dire pour ce roman, j'en garde un bon souvenir, et finalement, en parlant, je trouve que l'histoire me revient pas mal, donc c'est bon signe. C'est bon signe, c'est que j'ai plutôt bien adhéré. Ça se lit vite, c'est simple, c'est facile. Sarah Holland, elle avait écrit Everless. Moi, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, et du coup, le tome 2... je l'ai pas encore lu. Et évidemment, j'ai commencé une nouvelle saga. Voilà, l'histoire de ma vie. Mais c'est un roman que je pourrais à peu près vous conseiller si vous aimez bien ce genre-là. Maintenant, il faut pas vous attendre à être surpris à chaque page. Ça, c'est clair. C'est pas le cas, je trouve. C'est pas très surprenant. Après, je me souviens qu'il y avait aussi une relation qui abordait aussi la bisexualité, d'ailleurs, l'homosexualité, la bisexualité. Et ça, c'était bien, c'était naturel, c'était bien amené. C'était pas brouillon. Franchement, je trouvais que c'était pas mal fait.
y a ce point-là aussi à retenir pour Ravenfall. Je pense quand même que je lirai la suite avec plaisir. Parce que là que je me souviens de l'histoire en allant, à force de vous en parler, il me fait encore bien envie. Même si je me souviens qu'il y a quelques longueurs, que j'ai pas forcément adhéré à tout, etc. Franchement, je pense que j'étais quand même dans un roman à découvrir. Vous savez, mon 3,5 sur 5 sur le blog avant. Le coup de la nièce qui va devoir sauver le monde me lasse un peu. Bah pour le coup, Pandamoniac, moi j'avais pas été lassée parce qu'elle est pas... tu sais, elle se révèle pas méga forte dès le début, méga intelligente, méga tout. Elle est paumée comme tout le monde le serait en fait, tu vois. Et ça, c'était bien. Ensuite, je vais vous parler de Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa aux éditions Charleston. J'attendais pas mal de ce roman, je dois vous l'avouer, parce que j'aime beaucoup les romans avec cette écriture japonaise caractéristique, très contemplative, un brin poétique, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, et du coup je déguste mes romans japonais, je lis jamais 2-3 romans à la suite, parce que vraiment j'ai envie de les savourer. Et j'ai eu ce côté un peu contemplatif dans Elle et son chat, mais pas forcément toute la poésie que j'en attendais. D'ailleurs, j'ai juste mis un signé ici, vous voyez, mais c'est tout. On suit du coup ce petit chat, je sais plus comment il s'appelle, hein, je vous avoue, et je pense que c'est pas intéressant, enfin c'est pas important. Et en fait, on le suit du début où il se retrouve sous la pluie au printemps et il se fait... Enfin, il est vraiment aux portes de la mort, hein. Il va mourir dans le caniveau parce que quelqu'un l'a abandonné là. Et il se fait recueillir par une jeune femme. Et en fait, on va suivre ce petit chat qui va explorer le quartier, qui va nous rapporter comment ça se passe avec elle. À chaque fois, c'est elle et son chat. Donc on va découvrir des chats et leurs maîtres qui sont à chaque fois des elle. Voilà, à chaque fois, c'est elle, mon maître, quoi. Et enfin, maître. Le mot est même pas employé, je pense. Je pense que c'est moi qui l'emploie. Mais si, il y a peut-être un mot à un moment donné, je sais plus exactement. Mais à chaque fois, on dit elle, et il y a plein de elle, et il y a plein de chats. Et du coup, on découvre un peu le quartier avec eux. On peut être touché par certaines destinées de chats qui sont plus compliquées que d'autres. Mais j'ai pas été autant touchée que je le voulais, en fait. Je voulais être touchée avec la poésie des mots de Makoto Shinkai, et j'ai bien aimé, mais ça m'a pas laissé une forte impression, en fait. C'était pas mal. Voilà, c'est vraiment... C'était pas mal. Magda, ouais, après, c'est pas tire-larme. Il n'y a pas de... Au niveau chat mort et tout ça, c'est pas forcément méga tire-larme. T'es un petit peu touché par moment. Chat maltraité. Bah, tu sais, il y a aussi des chats errants que tu vas retrouver dans le quartier. C'est surtout ça. Ou... plutôt des choses comme ça. J'ai pas été choquée par une maltraitance ou quoi que ce soit, pour le coup. Ça va, et pourtant je suis très sensible, hein. Pourtant je suis très très sensible. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça transcendant, en fait. Je m'attendais à plus. Venant d'un roman japonais, je m'attendais à mieux, je vais pas vous le cacher. C'est un peu tout ce que je retiens de ce roman qui est très court, je peux pas vous en dire beaucoup, hein, il fait moins de 200 pages. La fin, voilà, je suis restée avec un petit sourire, en mode oui, bah c'était mignon, j'étais contente de l'avoir lu, mais je le relirai pas, c'est sûr, je le relirai pas. Donc voilà, mon petit cœur est trop sensible pour lire des trucs comme ça. Franchement, je suis extrêmement sensible avec la cause animale, je ne supporte pas un chat maltraité. Là, c'est plutôt bien fait, et en fait, je pense que c'est pas si mal qu'on soit pas vraiment touché par le récit, parce qu'au final, t'arrives à prendre vraiment beaucoup de recul, et t'es pas dans des passages tire-larme où t'as un chat qui meurt et tout le monde est autour et machin. Non, il y a un côté un peu triste sur le côté mort, et ça concerne pas un chat d'ailleurs. Et en fait, c'est assez bien fait, j'avais bien aimé, parce que il y avait pas cette mort qui arrivait, c'était pas fait comme ça. Tu comprends qu'il va peut-être mourir à un moment donné, mais ça se passe autrement, et c'était plutôt bien fait. Donc voilà, j'ai bien aimé. En gros, c'est ça la conclusion, c'est j'ai bien aimé, j'en attendais plus, mais c'était pas mal. C'est assez résumé. On enchaîne avec De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Inceptio. Dans ce roman, on suit Chloé. Chloé qui va déménager avec sa famille dans le village d'enfance de sa mère, je crois, si je me souviens bien. Et en fait, elle va très rapidement se retrouver face à des choses un peu étranges, et notamment dans un autre univers. Ça, c'est pas du spoil. Pas dans un autre univers, mais dans un autre monde qui fait partie de l'univers. Bref, c'est un peu particulier.
et elle va se retrouver dans une académie. Oh, j'ai mon marque-page qui se fait la malle, c'est mon marque-page dédicacé. Donc elle se retrouve dans une espèce d'académie d'élite, entourée par d'autres personnes qu'elle a l'impression de connaître un peu, mais pas plus que ça, et il y a plein de mystères autour de ça. Elle va apprendre qu'elle fait partie de ces gens, alors qu'elle en avait aucune idée avant. Il y a une certaine mission pour sauver le monde dans lequel elle est, d'une menace horrible. Bref, au début, je me suis dit, ok, c'est un roman sur l'élu, sur un élu, mode Harry Potter. Nous t'attendions depuis toujours, tu es là, tu vas nous aider à être sauvés de Lord Voldemort. Il y a un côté comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Harry Potter n'avait pas débuté ce syndrome de l'élu. Il y a d'autres romans qui sont comme ça, et c'est vraiment les seules ressemblances que j'ai retrouvées avec Harry Potter. C'est vraiment ce côté élu qui revient dans plein d'autres romans, donc ça m'a pas dérangé du tout. C'est pas du tout comme si on avait des personnages qui ressemblaient vraiment à Hermione, à Ron et tout ça. On n'est pas du tout dans ça, attention. Hein. On est vraiment dans un roman voilà, qui reprend ce côté « tu es élu, on t'attendait pour nous aider à faire ça ». Et après, c'était trop bien. Franchement, j'ai trop adhéré à l'histoire, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les différentes surprises qu'il y avait parce que... Et Jérôme, franchement, je pense qu'il s'est bien foutu de moi parce qu'à un moment donné, je lui ai envoyé un message sur Instagram en mode « Oh, c'est trop bien ce que t'as trouvé pour ça et tout » et il me fait « Ah oui, bah tu verras par la suite » et en fait, quand j'ai lu la suite, j'ai compris qu'il avait bien rigolé en fait quand j'ai envoyé le message parce que j'étais à côté de la plaque et c'était bien. j'étais trop contente d'être à côté de la plaque hein, pour le coup. J'adore être surprise dans mes lectures et là ce roman-là il a réussi à me surprendre. Et là ce roman-là il a réussi à me surprendre. C'est mieux quand on le dit bien. Hein. Et au final... J'en garde un super bon souvenir. Ok, il y a des choses qui sont convenues. Ok, parfois, il y a eu des choses prévisibles. Merci Magdalena, salut. Il y a eu des choses prévisibles, mais j'ai vraiment adhéré à l'histoire. J'ai bien aimé le personnage, même si franchement, le personnage principal m'a été un peu antipathique à un moment donné. Elle m'a un peu agacée, mais je pense que c'est normal. J'ai préféré d'autres personnages. La plupart du temps. J'ai bien aimé les différentes surprises que nous réserve l'auteur, j'ai bien aimé sa façon de tirer les ficelles scénaristiques. Il y avait quelques facilités parfois, mais comme... même pas en fait, comme dans tout roman. Comme dans tout roman, parfois vous le voyez un peu venir, et puis il y a plein d'autres que vous ne voyez pas venir, comme ma caméra qui oublie de faire le focus. C'est de la science-fantasy, non. Non, on est vraiment... Tu sais, on part vraiment de notre monde, donc t'as ce côté un peu fantastique, et... on est ailleurs, mais il n'y a pas d'explication science plus qu'autre chose, il y a plutôt une explication historique. T'as une explication historique avec les grands peuples de ce monde un peu légendaire, tout ce qui est Atlantide et tout ça, tu sais. On est un petit peu dans ça. Et c'était très chouette, vraiment c'était très bien, moi j'ai bien aimé. Voilà, celui-là je vous le recommande, c'était une très bonne lecture pour moi, c'était pas un coup de cœur, j'étais pas emballée du début à la fin, mais j'ai bien aimé me laisser surprendre, et j'ai bien aimé le fait que Jérôme m'ait pas dit que je me plantais sur toute la ligne, j'ai trouvé ça cool aussi. Moi j'ai bien aimé au niveau des personnages, je me souviens, celui qu'elle rencontre très rapidement, il m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et les autres aussi avec lesquels elle est, c'était pas mal. Maintenant, c'est un peu rapide parce que c'est un one-shot, donc ça va assez vite. Mais c'est aussi agréable, je trouve, d'aller sur un one-shot. Voilà. Et n'oubliez pas, si jamais vous achetez un roman Inceptio, en plus je parle de 2 romans Inceptio dans cette vidéo, un truc qui n'est jamais arrivé. Mais si vous voulez acheter un roman Inceptio, n'oubliez pas que vous pouvez avoir 5% de réduction avec mon code promo. C'est Vibration littéraire, je vous le mets dans la barre d'infos et là je vais vous le mettre dans le chat parce que ça serait dommage de le payer plein pot alors que vous pouvez avoir un petit peu de réduction quoi. On est à la moitié, il reste 4 livres, j'ai parlé de 4 ouvrages. Bon, ensuite, nous allons parler coup de cœur. Et comme le dirait très bien Séverine, c'est ce coup de cœur que je n'attendais pas parce que je lis très peu de littérature jeunesse. Vous l'avez déjà vu passer un petit peu partout, il s'agit de Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé de Michael Brun-Arnaud, aux éditions L'École des loisirs. Je ne pensais pas autant aimer ce roman, mais vraiment pas. Vous me l'auriez dit il y a 3 mois, je vous aurais dit n'importe quoi. Moi les romans jeunesse, la plupart du temps, je ne les lis pas parce que ça m'intéresse pas. Comme j'avais tort. Franchement, on est sur un livre déjà de qualité.
Voilà, je vous montre quelques illustrations. Il y a une carte en plus. Vous connaissez peut-être mon amour pour les cartes, je ne sais pas, mais voilà, on a une carte et on va visiter tout, ou presque tous ces lieux. Et on est avec donc ce jeune Archibald Renard qui tient une librairie au creux d'un chêne, au creux d'un arbre en tout cas, dans la forêt de Belle-Écorce. Je sais plus où c'est écrit, mais bref, peu importe. Il tient une librairie, c'est les librairies de son père avant lui et de son grand-père avant lui. Et un jour, il a Ferdinand Taupe qui arrive, qui voudrait absolument retrouver le livre qu'il a écrit. Si vous voulez, le principe de la librairie, c'est chacun peut écrire un livre, il l'amène à la librairie d'Archibald Renard, et en fait... n'importe qui peut venir acheter le livre. C'est comme si vous écriviez un livre, vous allez le mettre dans la librairie du coin et vous attendez qu'on vous l'achète. C'est plutôt cool, je trouve, comme fonctionnement. Et du coup, on a ce Ferdinand Taupe qui vient pour récupérer son livre. Son livre, ce sont ses mémoires, sa biographie, son autobiographie. Parce qu'en fait, Ferdinand Taupe, il perd la mémoire. Donc il veut retrouver ses mémoires. Vous voyez un petit peu le parallèle. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu déjà de base, avant même d'acheter ce roman, c'est de savoir que l'auteur était psychologue. Avant d'être libraire, il était psychologue avec des patients Alzheimer. Et franchement, rien que ça, je me suis dit, ok, le mec connaît son sujet, j'y vais. Et ça m'a donné trop envie de le lire. Dès que je l'ai acheté, je l'ai lu, je pense, le lendemain ou le jour même. Vraiment, j'ai foncé dedans directement. Et comme c'était beau, j'ai mis qu'un signet, mais franchement, le signet, il pourrait être pour tout le roman. Ferdinand Taupe, du coup, n'a plus ses mémoires dans la librairie d'Archibald Renard parce que quelqu'un est venu l'acheter justement la veille. Voilà, comment ça se fait, justement la veille. Et du coup, ils vont partir à l'aventure avec des photos qui lui restent, Ferdinand, dans sa maison, je crois. Ils vont retrouver des photos et du coup ils vont visiter différents lieux parce que Ferdinand, lui, il cherche surtout sa bien-aimée, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, la femme de sa vie. Il la cherche et il ne la trouve plus, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il ne sait plus qui elle est vraiment. En fait, il a juste des photos d'eux en train de profiter dans certains lieux, etc. Évidemment, ce livre va vous briser le cœur, évidemment, il va énormément vous toucher. Moi, j'en suis ressortie, j'ai pas pleuré, mais j'étais extrêmement touchée. Pour ceux qui connaissent des patients, des proches, moi je parle de patients, mais des proches atteints de démence d'Alzheimer, atteints de maladie d'Alzheimer plutôt, on va dire, ici, on l'appelle la maladie de l'oubli-tout. Et c'est beaucoup trop bien fait, je trouve. Tu as tous les symptômes, toute la maladie qui est là, le fait d'aller moins bien le soir, ça c'est, je dirais, pathognomonique, c'est-à-dire caractéristique de la maladie. C'est un symptôme essentiel en fait. Les patients sont plus confus le soir. Et bref, si vous avez déjà été en lien avec des gens qui ont cette maladie, vous allez forcément les retrouver dans Ferdinand. Et ça aussi, ça a un côté très touchant, je trouve. Moi, personnellement, mon grand-père avait cette maladie et forcément, c'est touchant. C'est touchant. Après, j'ai aussi pas mal de patients et du coup, on retrouve un peu de tous ces patients dans Ferdinand. C'était beau. C'était beau et en même temps touchant et en même temps, vous avez envie d'y retourner et en même temps... Vous avez hâte d'avoir la suite aussi parce que à la fin, on vous dit qu'il y aura un tome 2. On vous dit retrouver Archibald Renard dans le 2e volume des Mémoires de la forêt, qui ne sera plus du coup, j'imagine, avec Ferdinand Taupe, mais dans d'autres aventures, j'espère. Donc voilà, moi j'ai hâte d'avoir la suite parce que vraiment j'ai trop hâte de retrouver ces personnages. Chacun était vraiment bien décrit, il y a plein de personnages secondaires. Hein. On est avec toujours des animaux. Moi franchement, c'est vraiment un truc que je lis jamais. Un roman jeunesse avec des animaux qui parlent, mais c'est typiquement le truc que je lis pas. Vraiment, vraiment, jamais. Et là, on est avec plein d'animaux qui se retrouvent. Hop, je vous montre une petite réunion là où on parle des mémoires de chacun. Et Ferdinand va retrouver du coup peu à peu la trace justement de cette bien-aimée au gré de concerts, au gré de goûter au thé dans je sais plus quel... Oh, je sais plus où c'était. Attendez, je vais retrouver. C'était beau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va prendre le thé à un endroit particulier et ça va être beau. Il va aller à un concert très particulier aussi et ça va être très beau. Il va aller en retraite dans une maison au fin fond de l'univers, de cet univers-là, de la map-là que je vous ai montré et ça va être beau aussi. Il va retrouver des proches
qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis il va y avoir tout ce mystère autour de ses mémoires, de ce qui est arrivé à sa propre famille, à Maud. Merci beaucoup Lisa pour le prénom. Franchement, je cherchais depuis tout à l'heure en mode mais comment elle s'appelait déjà? Ah, sa chère Maud, mais comment j'ai pu l'oublier? Comment j'ai pu l'oublier? Merci beaucoup. C'était génial. C'est pas tire-larme, attention, c'est pas tire-larme. On n'est pas dans quelque chose qui va vous faire pleurer. On est dans quelque chose qui va vous mettre un peu de baume au cœur avec un petit sourire sur le côté en mode ah, c'est mignon. Voilà. Vraiment, ça va être mon coup de cœur jeunesse de l'année. Je pense pas pouvoir en lire un deuxième comme ça en 2022. Je pense pas, vraiment. C'est même mon coup de cœur des 10 dernières années en jeunesse. Enfin, on en est là. On en est là. Du coup, livre suivant. J'ai lu La Nuit des Anges d'Anna Tomassi aux éditions Prélude et j'ai une seule hâte, c'est de rencontrer l'auteur un jour. J'ai beaucoup trop envie de rencontrer cet auteur parce elle a su m'étonner. Moi, ce que j'aime bien dans les thrillers, je lis pas beaucoup de thrillers, romans noirs, polars et tout ça, j'en lis pas beaucoup, mais moi, la seule chose que je demande à ce genre de roman, c'est de me surprendre. Et j'ai été surprise, donc, mission accomplie, bravo. Pour le coup, on suit Alice. Alice qui est maman d'un enfant autiste, enfin, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, c'est comme ça qu'on parle des enfants autistes, parce qu'il y a plusieurs formes d'autisme, et c'est plus simple de dire ça comme ça. Et il s'appelle comment son fils d'ailleurs? J'ai oublié. J'ai oublié et ça me perturbe. Lucas, ça y est. Non, on n'a pas encore fait de sprint read with me, je prends mon temps pour le bilan lecture, je l'avoue. Du coup, dans La Nuit des Anges, on a Alice qui retourne dans le village de son enfance, elle retourne chez ses parents et elle y va avec son petit Lucas qui a 9 ans je crois, atteint d'un trouble autistique, tout simplement. Et on s'aperçoit vite qu'elle va retrouver les personnes de ce village. Elle n'en était pas de cette petite ville. Elle n'est pas venue là-bas depuis très longtemps. Et au début, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on comprend vite pourquoi. En fait, quand elle était petite, il y a une de ses meilleures amies qui a disparu. On l'a jamais retrouvée. Elle a été présumée morte, machin, voilà. Et on arrive au moment où une nouvelle petite fille disparaît. On va avoir des soupçons pour plein de personnes. Plein. Et moi, je me suis crue extrêmement maligne, vraiment. J'ai vraiment cru avoir trouvé, dès le début, la personne responsable de tout ça. Je me suis trouvée extrêmement maligne. Vraiment, vraiment. Je ne l'étais pas. De toute évidence, j'étais pas très maligne. Je me suis fait balader du début à la fin, et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai fini un soir, Victor dormait à côté. J'étais comme ça, avec ma petite lampe là, comme ça, et je parlais à mon livre en mode... Mais non, mais elle est sérieuse. Mais sauf que je devais le chuchoter parce qu'il dormait à côté. Donc c'était mais non. Il s'est réveillé à un moment donné à cause de ça. Et j'en pouvais plus, c'était excellent, j'ai adoré ce roman. Pour moi qui ne lit que très peu de romans noirs, on est plutôt sur du roman noir contemporain que sur un polar, on n'a pas d'enquête policière. On est avec Alice qui est médecin. Ah oui, ça aussi j'ai adoré. Dès le début, je savais que ça me plairait parce que on est avec Alice qui a fait des études de médecine, qui a fait même des études de psychiatrie. Et du coup, tu te dis, ok, l'auteur, elle a pas droit à l'erreur. Au début, je me suis dit, oh là là, ça c'est casse-tronche. C'est un peu casse-gueule de faire quelqu'un qui a fait des études de psychiatrie. Elle est pas psychiatre, elle s'est arrêtée avant. Et du coup, elle a fait des études de psychiatrie. En s'arrêtant avant, elle est médecin généraliste. Mais elle utilise les termes psychiatriques. Et ça, c'était casse-gueule, mais ça a été vraiment géré de main de maître. Elle a utilisé vraiment les bons termes, elle a utilisé le trouble de personnalité, elle a utilisé plein de choses et ça vous spoile rien du tout. C'est juste que parfois elle parle de certaines choses, on parle de plusieurs syndromes, on parle à un moment donné bipolarité, on parle trouble de perso, enfin même des fois elle parle juste d'autres choses qui a rien à voir avec l'enquête et elle te sort une analyse psychiatrique qui est intéressante et qui est vraie. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être psychiatre pour comprendre le roman. Ça n'a aucun rapport. Vraiment, ça reste très simple. C'est juste très simple et très juste. Merci. Merci d'avoir fait quelque chose d'aussi juste. Et moi, ce qui m'a tiré dans ce roman, et je vais vous le lire, parce que c'est ce qui m'a décidé à l'acheter, donc je me dis que ça peut vous aider aussi, c'est qu'on commence... En fait,
l'histoire est entrecoupée d'entretiens, de séances de thérapie. Entretien de séances de thérapie, ça se dit pas. L'histoire est entrecoupée de retranscriptions de séances de thérapie avec le docteur qu'on appelle le docteur Schreiber et un enfant. On ne sait pas qui est cet enfant, on vous dit l'enfant, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est une femme, un homme, on sait pas, on n'en a aucune idée. Jusqu'à la fin d'ailleurs, on sait pas, franchement. Et dans ce prologue, nous avons le docteur qui lui dit pourquoi est-ce que tes parents ne voudraient pas te voir? Et l'enfant qui lève enfin les yeux et sourit et dit parce qu'ils ont peur de moi. Tu vois bien que t'es face à un enfant très particulier. Tu vois bien que t'es face à un genre de Chucky bizarre. J'avais trop envie de savoir qui était cet enfant. Et je ne suis pas déçue. Hein. Je ne suis vraiment pas déçue par la chute. J'ai adoré ce roman. Je vous le recommande si... Alors, je sais que Séverine, d'Il est bien ce livre, l'a aussi aimé. Donc apparemment, même quand on est habitué au roman noir et au thriller, on peut l'apprécier. Mais si déjà, même comme moi, vous n'en lisez pas beaucoup, bah écoutez, moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Il y a quelques longueurs qui font un petit peu... Alice se promène en Bretagne. Oui, parce que ça se passe en Bretagne, je vous l'ai pas dit. Mais bah c'était bien. J'ai aussi visité un peu la Bretagne, quoi. On a visité vraiment des lieux emblématiques dans lesquels, enfin, je suis déjà allée, je crois, il y en a plusieurs où je suis déjà allée, et vraiment c'était chouette. C'était vraiment très très chouette. On visite la Bretagne, on retrouve ses anciennes relations dans l'enfance, et puis on a ces disparitions d'enfants qui ont une chute. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que... moi, j'étais pas prête. Je vous déconseille de le terminer à minuit et demi comme moi dans le noir parce que vraiment, j'ai pas dormi avant 2 heures. Et du coup, j'ai posté des stories sur Instagram en mode bon bah vive l'insomnie suite à un livre tellement bien. Et l'auteur le lendemain qui m'envoie désolé pour l'insomnie, haha. C'était beaucoup trop chou, j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part. Ouais, petite mini insomnie d'1 heure et quelques parce que c'était beaucoup trop bien. Je vous le conseille. Pas un coup de cœur, mais vraiment pas loin, quoi. Ça m'a fait... J'en ai tremblé des jambes dans mon lit. J'ai jamais tremblé des jambes pour un roman, jamais. Mais là, j'en ai tremblé. Juste au niveau des jambes, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai tremblé. J'ai adoré, et franchement, je pourrais le relire. C'est ce genre de roman que vous pouvez relire pour voir tous les indices qui étaient disséminés par ici. Parce que vraiment, quand j'ai eu le fin mot de l'histoire, j'étais en mode... Punaise, j'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir, et je l'ai pas vu. Bravo Anna Tomassi pour ce roman, j'ai adoré, je vous le conseille. Et je vous ai pas lu. Au tout début, juste je vais finir avec ça parce que c'est ce que j'avais mis sur ma story parce que c'est pas spoilant du tout. C'est juste que Alice retrouve dans... c'est pas au tout début peut-être. Ah là, si. Page 25. Elle retrouve dans un cadre un papier à lettres avec des lignes qui sont tracées au crayon à papier et vraiment j'ai mis ce petit poème-là sur Instagram quand j'en ai parlé. C'est Alice Malice, protège-moi avant que le monstre m'attrape. Quand il sent qu'on ne l'aime pas, il ne veut pas qu'on lui échappe. Et moi, je l'avais avec une petite chanson derrière. Vraiment, j'avais avec cette petite comptine là derrière. Et je l'avais dans la tête parce qu'on en parle assez souvent. Et on a la fin de l'espèce de comptine là à la toute fin du roman. Et vraiment, c'est ce qui m'est resté le plus. C'est cette petite comptine. Voilà, j'adore. J'adore et je pense que je le relirai. Celui-là, je vais le garder précieusement. Avant-dernier roman dont je devais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Souveraine de Laura Sebastian aux éditions Casterman. Laura Sebastian, c'est celle qui a écrit Ash Princess, que je n'ai pas lu d'ailleurs, pas encore. Mais j'avais beaucoup trop envie de découvrir Souveraine. Dans Souveraine, nous avons cette impératrice Margaro qui a eu des triplés. Je vous montre un peu parce que ça commence avec une carte. C'était très pratique, hein. Franchement, la carte, elle est essentielle. Moi, je revenais à chaque fois dessus. Je revenais tout le temps dessus parce que vous avez vraiment différents pays. Donc on a Frive, Bessémia, Témarin et Célaria. Et en gros, l'impératrice Margaro, elle est ici, à Bessémia. Elle va envoyer une de ses filles à Frive, une de ses filles à Témarin et une de ses filles à Célaria. Vous avez bien compris, évidemment, elle veut conquérir tout le continent parce que si elle s'appelle impératrice, c'est parce que avant c'était un seul et unique pays et ils en étaient... Oups, le marque-page est tombé. Et ils en étaient justement les empereurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les familles royales aussi qui sont faites. Donc vous avez chaque prince, chaque roi que les princesses vont... Bah voilà, princesse Béatrice, princesse Daphné, princesse Sophronia vont se marier aux différents héritiers
de la couronne des différents pays. C'est ça le but. L'impératrice Margaro, elle les a façonnés dans ce but-là. Au début, je vous avoue, pour réussir à discerner qui est Béatrice, qui est Daphné et qui est Sophrania, c'est ça son nom, hein. Sophrania, c'est difficile. Sophie, on va l'appeler Sophie, parce qu'elle se fait appeler Sophie. C'était un peu compliqué, mais en fait, ce qui était bien, c'est que chaque pays est tellement différent. En fait, vous êtes dans un monde où il y a la magie des étoiles qui est utilisée. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est là, liée à la couronne, et qui peut faire tomber une étoile pour faire exaucer un vœu. Je trouvais que c'était assez poétique. Vous savez, c'est comme quand on est devant une pluie d'étoiles filantes, et qu'on fait son vœu, et on a l'impression que il va pouvoir être réalisé parce qu'on a vu une étoile filante. Et là, c'est vrai. En fait, l'étoile tombe, et on exauce votre vœu. Je trouve ça assez poétique. Et finalement, on a ces 3 filles qu'on apprend à connaître avec les différents royaumes. Il y en a un qui bannit totalement la magie des étoiles. Il y en a un qui est très froid, c'est Frive. Et l'autre, en fait, il y en a plusieurs qui peuvent être un peu en guerre et tout, c'est pas très facile de maintenir la paix. Bref, vous l'aurez compris, dans ce roman de fantasy, on est dans beaucoup de complots, de manigances, d'empoisonnements, Il y a plein de choses comme ça, en fait. On est vraiment dans les complots pour conquérir tout le continent. Et en même temps, on découvre petit à petit que les filles vont évoluer aussi. Elles étaient toujours sous le joug de leur impératrice qui est implacable, qui est vraiment horrible. Et finalement, elles vont évoluer en quittant le domicile familial, le château familial, hein, on n'est pas dans une petite maison, mais elles vont évoluer chacune de leur côté et apprendre à se connaître directement elles-mêmes. Elles ont été façonnées par leur mère, elles vont se découvrir d'autres personnalités à elles, et ça c'est bien développé, et ça j'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime bien quand il y a une psychologie développée des personnages, là globalement c'est le cas, et heureusement, parce que sinon j'aurais jamais réussi à discerner les 3 princesses. C'était pas possible. Là, il y en a une qui aime bien, en effet, faire la fête, il y en a une qui est plus réservée, il y en a une qui est plus sous l'influence de la mère, et on voit un petit peu tout ce qu'elles ont mis en place au fur et à mesure de l'histoire pour essayer de conquérir le continent avec leur mère, et tout ce qui va les retenir un petit peu de faire exactement comme ce qui était prévu. Bref, j'ai vraiment aimé, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 qui sortira l'an prochain, je pense. Ouais, retrouver le tome 2 de Souveraine en 2023. Donc voilà. Vous pouvez attendre un petit peu, je pense. Mais j'adore. Et oui, tout à fait, Pandamoniac, c'est une très bonne question. On change de point de vue quasiment à chacun des chapitres. Je vous montre le tout premier chapitre, si j'arrive à le trouver. Hop. Voilà, vous avez directement le prénom qui est noté. Comme ça, au moins, on sait. On sait, tu sais très bien qui tu suis. Tu sais si tu suis Sophronia, Daphné ou Béatrice, ou même à un moment donné l'impératrice sur la fin. Vraiment, c'était quoi, 600 pages. 600 pages. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu 615 pages aussi vite. Vraiment, je l'ai un peu dévoré, et pourtant je travaillais pas mal à côté. Mais j'avais trop envie d'y retourner. Je pensais à l'histoire en dehors de mes séances de lecture. Donc vraiment, il m'a bien marqué. C'est pas un coup de cœur parce que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur. C'est une super très bonne lecture. Voilà. Genre le haut du panier de ma très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment, c'est un roman que je pourrais aisément vous conseiller. Voilà, j'ai bien aimé. Vraiment. Je suis pas fan de la couverture. Bah écoute, il y en a qui adorent et il y en a qui aiment pas du tout. Je pense que c'est vraiment personne dépendant. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Je la trouve pas mal. Après, j'attends vraiment de voir la couverture du tome 2, voir si ça s'harmonise ou pas. Ça pourrait être chouette aussi. Donc voilà, moi je vous le conseille, en tout cas, c'est un bon ouvrage, je trouve. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 en 2023. Après, ce que j'ai bien aimé là-dedans, quand même, c'est la chute, un petit peu à la fin, qui est un peu... C'est un peu inattendu, les 100 dernières pages, t'es en mode mais what. Du coup, les 100 dernières pages, t'es obligé de les lire d'une traite par contre. Ça, c'est obligé. Donc ouais, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce roman. Quand il y a trop de personnages et lieux différents, j'ai du mal, donc pas vraiment. Bah écoute, au début, j'étais un peu perdue, c'est vrai, mais en fait, avec ces outils-là que j'ai montrés tout à l'heure, et ça... Tu tires et faire et c'est bon, t'es plus perdu en fait. Et ça, c'est vraiment un plus, je trouve. Si on n'est pas sûr de la princesse en détresse qui attend son chevalier, ça peut aller. Alors attends, Panda, faut qu'on parle. Elles ont eu toutes les 3 une éducation. En gros, elles ont appris à manier les poisons, elles ont appris à plaire aux hommes, dans le sens les manipuler, elles ont appris à bien parler pour manipuler, elles ont appris à tirer à l'arc, elles ont appris plein de choses. T'inquiète pas, c'est des femmes qui savent...
se débrouiller toute seule, il n'y a pas besoin du chevalier. Hein. C'est même, t'as même plutôt peur pour leur chevalier en fait. C'est surtout ça. Et je viens de me souvenir d'un truc de la fin qui m'étonne encore, en fait. Je viens de me souvenir de certains éléments de la fin qui m'étonnent encore. Donc oui, c'est vraiment une très bonne lecture. Vraiment. Ensuite, dernier roman dont je devais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Royal, de Paula Alexander et Hedgier, je sais pas, Canyon, aux éditions Inception. Déjà, vous voyez pas la couverture telle qu'elle l'est vraiment, elle est très orange. Bien plus orange que ce à quoi je m'attendais, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, en photo et en vidéo, ça ne rend pas la couleur de base. Vous verrez bien en librairie, je pense. Dans cette histoire, on est dans une uchronie. On vous dit que la révolution a eu lieu... Oui, je l'ai déjà fini, Sienna. Donc on est dans une uchronie. On vous dit que la révolution a eu lieu en 1789, mais c'est l'armée impériale qui a gagné la Bastille, et du coup, la révolution n'a pas réussi. Donc on est toujours en monarchie, on est toujours dans une monarchie, et l'histoire se déroule en 2030. En 2030, où on suit alternativement Arthur. Arthur, c'est le fils d'un boulanger, le boulanger du roi, le boulanger de la cour. Il vit en dehors de Versailles, mais il est amené, il a postulé pour devenir le mari d'une comtesse, et du coup, il va être amené à aller à Versailles pour passer les épreuves. Et quelles épreuves, franchement, je vous le dirai pas, mais... J'ai envoyé des messages après ces épreuves aux auteurs et vous comprendrez quand vous le lirez. Donc vous avez cet Arthur qui va aller à Versailles passer des épreuves. Et vous avez aussi, on suit Aliénor. Aliénor qui est une duchesse de Bouvier, oui c'est ça, Aliénor de Bouvier, qui a un haut rang à la cour. Elle vit à Versailles avec son frère Léon, et elle a encore son père, je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. Elle a son père aussi qui est un peu loin, qui va revenir par la suite, et elle évolue à la cour de Versailles, et on sait dès avant les 50 premières pages qu'elle est mêlée à la révolution qui court derrière au sein du peuple à l'extérieur de Versailles. On a un roi absent. Le roi est totalement absent de ce roman. La cour évolue par elle-même. Il y a les us et coutumes, il y a la... Comment on dit ? Il y a des cours de savoir-être et des cours d'étiquette, voilà. Il y a des cours d'étiquette et plein de choses comme ça. Et on n'assiste pas à ces cours, mais on sait que c'est là, en fait. Voilà, c'est le savoir-être, l'étiquette, la bienséance. Il faut, en fait, tout simplement, il faut être comme tout le monde, il faut pas de scandale, il faut plein de choses. Et pourtant, il y aurait largement de quoi faire du scandale. J'ai bien aimé suivre les deux personnages, l'alternance des points de vue était très intéressant. Pareil comme dans le livre d'avant, ça vous est directement dit avec, voilà, chapitre 2, Arthur. Ça, on vous dit dès le début qui vous suivez. J'ai un peu moins apprécié la relation entre Aliénor et Arthur, qui est dès le début, c'est-à-dire que dès le début, ils sont comme dans un coup de foudre où ils savent très bien que la personne en face leur plaît. C'est très particulier, ils se connaissent même pas, enfin vraiment il y a à peine un bonjour entre temps. Ça j'aime pas trop. Quand la relation va trop vite, après c'est un one shot, donc forcément ça va un peu plus vite que ce à quoi je suis habituée dans les sagas. Mais après j'ai bien aimé le côté évolution. En fait, Panda qui nous dit c'est dommage d'avoir une uchronie sur ce thème sans montrer le potentiel roi. En fait pas tant que ça, parce que ce que j'ai trouvé très habile par les autrices, c'est que justement on te fait une sorte de parallèle entre voilà, ok, on est encore dans une monarchie, n'empêche que c'est pas si différent de ce qui se passe en démocratie. Et en fait, ce parallèle, il est vraiment très intelligent, il est vraiment très bien montré. Et oui, en effet, le roi a tout pouvoir et il fait ce qu'il veut, mais il fait surtout ce qu'il veut pour lui, quoi. Et en effet, il n'apparaît pas vraiment dans ce roman, et je pense que c'est totalement voulu. Après, il faudra peut-être poser la question aux autrices. Mais voilà, j'ai bien aimé Aliénor, même si parfois elle méritait qu'on la secoue un petit peu. J'ai bien aimé Arthur, même si... Non, lui, on n'avait pas trop envie de le secouer, ça va encore. Franchement, ça va encore. J'aimais bien Arthur et toute l'histoire autour de sa famille, sa volonté d'aider sa sœur qui est malade. Il y a eu plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Le côté révolution aussi à côté est plutôt pas mal, surtout avec Aliénor qui est à Versailles.
Voilà, il y a ce côté-là qui était pas mal, je me suis pas ennuyée du tout dans ce roman, j'avais très envie de savoir la suite. Ça a été une très bonne lecture pour moi, même si je garde des réserves pour la relation, la romance qui se met en place un peu trop facilement, un peu trop vite à mon goût. Mais bon, c'est un one-shot, je peux l'entendre, parfois il y a en effet des coups de foudre, pourquoi pas, mais à ce point-là c'était assez particulier. Surtout qu'à un moment donné tu pars un peu dans du enemies to lovers, enfin... On mélange un petit peu les deux trucs et je savais plus trop sur quel pied danser au niveau de cette romance. Pour le reste, j'ai bien aimé, on te replace certains personnages historiques, on te replace certains personnages importants de l'histoire. C'était pas mal. Ça reste pas une romance historique, on est vraiment plutôt sur l'Uchronie avec une romance à côté. C'est pour ça que ça m'a pas tant gêné que ça. La romance, elle est vraiment à côté. Et sinon, ce qui est le plus important, c'est ce côté révolutionnaire. Révolutionnaire dans une monarchie en 2030, avec aussi un côté intéressant du côté des... Ah, il y avait un aspect intéressant du côté des technologies. Des technologies qui sont du coup réservées aux nobles, t'as ce tiers-état qui est là, qui peut pas trop en bénéficier, etc. Ça aussi c'était bien. Le côté un peu technologique décalé du coup de la monarchie qu'on a en tête, ça c'était pas mal. C'était pas mis en exergue, c'était un peu sous-entendu, un peu montré de temps en temps à bas bruit, mais c'était aussi très, très sympa. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et en même temps, c'est un peu difficile de vous dire exactement ce que j'ai bien aimé. Au niveau de la plume, c'était fluide, c'était bien, et j'avais pas l'impression d'avoir ce côté écriture à quatre mains qui est là. Franchement, j'ai pas vu de différence entre les chapitres, donc c'est bien harmonisé. Et j'ai eu un peu peur parfois. Un peu peur dans le sens où j'avais un peu peur pour les personnages. Non, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce roman. Je peux le recommander. Je peux comprendre s'il y a une... Il y a eu une petite hype au moment de sa sortie et juste un tout petit peu avant. J'ai vu beaucoup de gens l'acheter, le recevoir, le commander et tout. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi en tout cas. Parce que vraiment, j'ai passé un très agréable moment. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un petit mot sur justement ces royautés qui existent dans certains pays à l'heure actuelle, ce côté un peu parlementaire, etc. On a un petit mot là-dessus, c'était aussi plutôt bien fait, ça prend pas plus d'opposition que ça, mais il y avait un petit parallèle qui a été fait aussi. Donc c'est pas mal, et par contre oui, l'univers reste très différent des monarchies actuelles parce que on est vraiment en mode... comme à la cour du roi Soleil avec Louis XVI, quoi, vraiment avec cette prépondérance de Versailles et ce tiers-état dans la misère. Enfin voilà, après ça dépend de quoi tu parles, je pense que je connais pas tous les pays encore dans ce régime-là, mais je trouvais qu'il y avait un côté très français quand même au niveau de la monarchie, telle qu'on la connaît dans l'histoire en tout cas. Donc voilà, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Et puis c'était le dernier livre dont je devais parler, donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo au niveau de YouTube. Nous on va continuer notre live sur Twitch. Si jamais vous voulez nous retrouver, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le côté live vous a dérangé. Parce que je sais que sur Twitch, ils étaient très contents que je le fasse en live, c'est ce qu'ils ont dit juste avant, mais on va faire un sondage pour être sûr. N'hésitez pas à me dire si c'était dérangeant, si ça vous a plu. J'attends tout ça en commentaire, et puis écoutez, un petit pouce bleu comme d'habitude, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.